Il existe sur Terre des sites remarquables où la vie est intimement liée à de mystérieuses sources d'eau douce. Ces résurgences naturelles forment un trait d'union indispensable avec la surface. Elles nourrissent les sols et entretiennent la vie. Sur l'île de Palawan, aux Philippines, des sources ont donné naissance à une merveille de la nature. La rivière souterraine de Puerto Princesa. Ce cours d'eau secret qui se faufile dans les profondeurs de la Terre est la plus longue rivière souterraine navigable au monde. Son vaste réseau de galeries encore inexplorées abrite de nombreux chefs-d'œuvre géologiques et une faune insoupçonnée. Explorer ce labyrinthe aquatique qui relie le monde de la montagne à celui de l'océan permettra d'en percer les secrets. La rivière souterraine se cache au cœur du parc national de Puerto Princesa, à Palawan. L'une des 7107 îles tropicales qui composent les Philippines. Palawan, la 5e île de l'archipel philippin par sa taille, se trouve au nord de l'équateur, entre la mer de Chine méridionale et la mer de Sulu. Née sur les flancs du mont Bloomfield, la rivière de Puerto Princesa est alimentée par une multitude de sources et de ruisseaux. Au fur et à mesure de leur descente, ces filets d'eau douce enflent, se rejoignent, fusionnent. En atteignant la plaine, ils ne feront plus qu'un. La rivière fonce alors vers les remparts du mont Saint-Paul. Au pied de la montagne, elle finit par trouver une fracture où s'engouffrer. Dans les entrailles de cette gigantesque forteresse, sous plus de 1000 mètres de roches, la rivière part rejoindre la mer de Chine, à 8 km de là, incognito. Des spéléologues ont décidé d'explorer ces obscurs méandres. Menée par Antonio de Vivo, l'équipe de la Venta doit escalader les parois du mont Saint-Paul pour accéder au point d'entrée du cours d'eau souterrain. Les précédentes expéditions de cette ONG ont permis de cartographier et d'étudier une grande partie de ce monde souterrain. Les explorateurs s'intéressent désormais à ces étonnantes particularités. Ça descend par là. Sur environ 80 mètres. Cette caverne monumentale de 60 à 80 mètres de hauteur, selon les endroits, pour plus de 200 mètres de large, conduit à l'endroit où la rivière pénètre dans la montagne. Le lieu où nous nous trouvons s'appelle le Daylight Hole. C'est une doline effondrée qui donne accès à la rivière. C'est l'entrée en amont de la grotte. En fait, la rivière est à 70 mètres en dessous de notre position. Cette rivière est sans aucun doute l'un des plus extraordinaires phénomènes souterrains du monde. Notre objectif n'est pas seulement de compléter notre connaissance de la rivière, mais c'est aussi d'appréhender la grotte comme un tout.
Pour atteindre le cours d'eau souterrain, situé à seulement quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, il faut s'enfoncer dans un complexe réseau de boyaux qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Les explorateurs ne veulent pas uniquement sonder de nouveaux passages et compléter la cartographie. Ils cherchent aussi à comprendre pourquoi chaque grotte possède des caractéristiques uniques et, plus surprenant encore, son propre climat. Car dans certaines cavités, on a pu voir des nuages se former, sentir le vent se lever et des orages éclater. C'est quel numéro? 4. Nous sommes en train d'installer des enregistreurs de données qui vont consigner les détails météorologiques, comme la température et l'humidité. Ces données seront enregistrées toutes les 15 minutes pendant plusieurs mois. En tout, nous allons installer une vingtaine de capteurs. À la fin, nous aurons un aperçu des variations de température dans différentes parties du réseau. Ça nous donnera une idée précise du climat souterrain à chaque saison. L'une des choses que nous pourrions aussi vérifier, c'est la cause de la formation de nuages à l'intérieur des grottes. C'est un phénomène assez rare, mais parfois on ne peut même pas voir à travers le brouillard qui s'est formé. S'enfoncer dans cette cavité aux nombreuses ramifications est une aventure excitante et très technique. Tu arrives à faire l'échange de cordes ou tu as besoin d'aide? Non, j'ai réussi à le faire, mais tu peux t'attacher sur la sangle là où il est. Tu auras autant de longe que tu veux. La rivière de Puerto Princesa n'occupe qu'une partie de ce vaste labyrinthe qui comprend plusieurs niveaux. Après 45 mètres en rappel, l'équipe atteint enfin le fond. Les lampes ont du mal à dessiner les contours de cette salle immense. Enfouies sous plus de 600 mètres de roche, ces cavités abritent d'étonnants trésors géologiques et biologiques. Regarde ça, ils sont magnifiques. Ah, il est vraiment très beau. Puis avec toutes ces lamelles. Ils arrivent à pousser grâce au limon déposé lors des inondations. Et ça donne ça, tu vois. Les balises météorologiques seront installées sur tout le trajet. Mais il reste encore pas mal de chemin à parcourir avant d'atteindre le point d'entrée de la rivière sous le mont Saint-Paul. Au cœur du parc national de Puerto Princesa, cette montagne offre un paysage karstique saisissant. Ces crêtes et aiguilles de pierre calcaire grise sculptées par l'érosion, qui s'élèvent jusqu'à 1000 mètres au-dessus de la mer, sont les vestiges d'un ancien récif de corail, vieux de 20 à 25 millions d'années. Leur extrême porosité a favorisé la fixation d'une fine couche d'humus sur laquelle la végétation a réussi à s'arrimer. Cette particularité permet aussi à l'eau de s'infiltrer dans chaque anfractuosité de la roche pour rejoindre les grottes et la rivière souterraine. Les spéléologues ont enfin atteint leur objectif. À mon avis, la partie la plus profonde est de ce côté-là. Une nouvelle balise météo doit être posée à l'endroit où la rivière commence sa vie souterraine.
C'est profond là où tu es? Oui. Dans les prochains jours, d'autres capteurs seront installés le long de la rivière et dans une partie des galeries annexes. À l'extérieur, une autre mission scientifique est en marche. Les biologistes de la Fondation Catala vont rejoindre la rivière avant que celle-ci ne s'engouffre sous terre. Ils mènent un programme ambitieux de réintroduction et de protection d'une espèce très menacée, la tortue de forêt de Palawan. Cette tortue est une énigme. Disparue dans les années 20, elle a été redécouverte 80 ans plus tard à Palawan. Convoitée pour sa rareté, elle est immédiatement victime d'un braconnage intensif. Les tortues interceptées par les douanes avant leur départ pour la Chine ont été remises à Sabine Schopp et à ses collaborateurs. C'est ici qu'on libère les tortues qui ont été confisquées. En tout, nous avons relâché environ 200 tortues. Nous revenons régulièrement ici en espérant en retrouver quelques-unes pour voir si elles se sont bien adaptées à leur nouvel environnement. Ce soir, on prie pour trouver des tortues qui ont une encoche, car elles ont toutes été identifiées individuellement. Si on en trouve une avec une marque, on sait qu'elle a été libérée ici. Elles aiment les berges boueuses dans lesquelles elles peuvent creuser. C'est l'habitat parfait pour elles. Nous avons une forêt intacte, un climat frais, une température agréable et de l'eau fraîche. C'est tout ce dont elles ont besoin. Cette tortue très sensible au stress ne se reproduit pas en captivité. Cela ne permet pas d'envisager de programme d'élevage pour sa réintroduction. Les biologistes reviendront pendant la nuit inspecter les nasses. Retour au camp de base. Antonio, entouré des géologues José María Calafora et Paolo Forti, consulte déjà les premiers relevés. Connaître la dynamique des systèmes souterrains est primordial pour suivre leur évolution, leur état de santé, et ainsi mieux les protéger. Et je crois qu'en plus, nous allons avoir trop de données à analyser. Oui, c'est sûr, ça va être énorme. Ce n'est pas seulement théorique. Nous observons un système très complexe. On devrait arriver à mettre en perspective les variations du climat et de l'activité chimique souterraine en fonction de chaque écosystème. Si nos instruments tiennent le coup pendant 1 an, voire 1 an et demi, et si on arrive à les récupérer et étudier les données, nous aurons alors un outil unique qui permettra de comprendre des systèmes plus simples qui existent ailleurs dans le monde. L'exploration du monde souterrain reprendra à l'aube. Cette fois, les chercheurs iront étudier la faune qui vit dans les grottes et chercher de nouvelles cavités. Dans la rivière aux tortues, des créatures aux mœurs nocturnes s'éveillent. Grenouilles, crabes, écrevisses, punaises d'eau, comme les habitants des berges, quittent leur cachette. Au-dessus, dans les branchages, une discrète civette s'éveille. Au milieu de la nuit, malgré la pluie, le temps est venu de relever les pièges pour éviter que les tortues capturées ne se noient. Rien. On va vérifier celui-là. Waouh, il y en a 3.
Dexter Alvarado a eu plus de chance. C'est un nouvel individu. C'est un mâle. C'est une bonne nouvelle. Celle-là est plutôt lourde. C'est un vieux mâle. Il est marqué. C'est une de celles qu'on a réintroduites. Il doit être très âgé. Pour moi, le parc de la rivière souterraine est un endroit magnifique, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une zone protégée, donc les braconniers sont constamment sur le qui-vive, car on peut les y surprendre. C'est aussi très beau parce qu'il y a beaucoup de cours d'eau qui s'enfoncent sous la montagne. La nouvelle prise va être mesurée, pesée et identifiée grâce à des encoches indolores pratiquées sur la carapace. C'est le numéro 1108 ? 1108. Le classement par l'UNESCO de la rivière Puerto Princesa au patrimoine mondial a permis de préserver l'ensemble de la zone qu'elle parcourt. Cet écrin sauvage abrite 8 sortes de forêts. Parmi elles, la plus vaste et la plus précieuse forêt primaire sur sol calcaire d'Asie, mais aussi des mangroves absolument intactes. Une fois par jour, cet enchevêtrement de racines libérées par la mer est le terrain de jeu d'un grand nombre d'espèces marines et terrestres. La mangrove est aussi l'habitat d'une étonnante créature, le périophthalme. Ce poisson-grenouille, qui se moque des allées et venues des marées, est l'un des rares poissons au monde capables de vivre hors de l'eau. Sa peau visqueuse lui permet d'absorber une partie de l'oxygène dont il a besoin. Il peut aussi compter sur les réserves d'eau de ses poches branchiales pour éviter de se déshydrater. La rivière de Puerto Princesa est la colonne vertébrale de toute une mosaïque d'écosystèmes. Le refuge d'une faune sauvage incomparable aux Philippines. 195 espèces d'oiseaux vivent ici, dont l'éperonnier Napoléon. Ce pan faisant, l'une des 15 espèces d'oiseaux endémiques, est devenue l'emblème de Palawan. Une autre espèce endémique arpente ses sous-bois, le cochon barbu. À l'âge adulte, il arbore des favoris qui lui ont valu ce nom. Après avoir parcouru plus de 8 km sous la montagne, la rivière de Puerto Princesa atteint la fin de son voyage. Elle se jette dans la mer, une particularité peu commune pour une rivière souterraine. Au pied de ces tombants côtiers, l'eau douce et l'eau salée vont se marier au gré des marées. Cette caverne est la porte de sortie de la rivière,
mais aussi celle d'une nuée d'oiseaux de la famille des hirondelles. Chaque jour, à l'aube, 40 000 salanganes s'envolent pour chasser les insectes. Elles regagneront leur dortoir à la tombée de la nuit. Fascinée par les mystères du monde souterrain de Puerto Princesa, l'équipe de la Venta prépare de nouvelles explorations. L'objectif ce matin est de remonter le cours d'eau souterrain depuis son embouchure. Aujourd'hui, j'ai fait préparer 4 embarcations. La première sera celle des biologistes, pour l'échantillonnage biologique. Elle s'arrêtera à la cathédrale, où l'environnement me semble plus intéressant pour la collecte d'échantillons. 2 autres iront directement jusqu'à la chambre des navigateurs afin de poursuivre la cartographie en 3D avec le scanner. On continue donc les relevés, idem pour les prises de vue photo, et on pourra répertorier les minéraux. Des questions ? Avec 5 km de voies d'eau accessibles aux embarcations, la rivière de Puerto Princesa est la plus longue rivière navigable souterraine au monde. Pour les explorateurs, il est impossible, en découvrant ces concrétions rocheuses sculptées par le temps, de ne pas songer aux légendes Batak. Pour le peuple originel de Palawan, ce royaume souterrain appartient aux esprits. Ces draperies pétrifiées qui tombent du plafond marquent l'entrée de la cathédrale. Une chambre monumentale où trône un cierge géant, une stalagmite de 13 mètres de haut. Les équipes se séparent ici. Depuis ces berges, les biologistes de la Venta vont pouvoir accéder à un ensemble de grottes où se cache une faune insoupçonnée. La vie s'est installée à chaque étage de ce labyrinthe de galeries privées de lumière. Ces grottes sont le terrain de chasse favori du biologiste Paolo Agnelli. Qu'est-ce qu'elle est petite! C'est incroyable! Elle a les oreilles minuscules. Elles sont quasiment alignées avec sa tête. Comme ça, elle se fatigue moins. Et ça la rend plus aérodynamique. C'est une Miniopterus australis. C'est très important de les protéger. Et pour cela, il faut étudier leurs réactions face à l'accroissement du tourisme. Notre mission ici est de comprendre dans quelle mesure le tourisme peut avoir un impact sur ces animaux, si c'est vraiment une menace, et donner ainsi des recommandations au parc national sur les stratégies à mettre en œuvre pour mieux gérer le flux touristique, les lumières, le bruit ou les horaires. Nous savons par exemple que les chauves-souris commencent à sortir de la grotte vers 17h30. Pendant ce laps de temps,
Il est impératif que personne ne circule à bord d'embarcations pour éviter de déranger leurs allées et venues. Les autorités du parc ont donc instauré des règles strictes. Les touristes n'ont désormais accès qu'au tout premier kilomètre de la galerie. Leur nombre est limité à 1000 personnes par jour. Ils ne peuvent s'introduire sur le site qu'en dehors des heures d'envol des chauves-souris et des salanganes, uniquement en barque et en silence. Préserver la tranquillité des 8 espèces de chauves-souris et des autres occupants des grottes est essentiel au maintien de l'équilibre de cet écosystème sensible. Évidemment, dans les grottes, ce n'est pas le soleil qui fournit l'énergie. Ici, elle est apportée par l'eau de la rivière, les chauves-souris et les salanganes. La vie est uniquement dépendante de ces 3 composantes. Dans cet environnement extrême, ces animaux sont les mécènes de la vie. Leurs déjections tombées à terre nourrissent une microfaune. Ces vers et insectes servent de repas aux criquets. Ces derniers serviront à leur tour de nourriture aux amblépiges. Tout droit sortis de la préhistoire, ces prédateurs solitaires utilisent leurs pattes tactiles pour détecter les obstacles et les proies. Pour adopter un mode de vie cavernicole, les crabes, les centipèdes, comme les scorpions, n'ont pas eu à développer d'adaptation particulière. Ils profitent ici de ressources abondantes. La population de mygales est impressionnante. Quatre espèces ont été répertoriées. Celle-ci pourrait appartenir à une nouvelle espèce. Les biologistes lui rendront la liberté après identification. Contre toute attente, des couleuvres ont colonisé cet environnement. Au sommet de cette chaîne alimentaire, elles survivent en dérobant les œufs de salangane ou des petits tombés du nid. Mais certains serpents peuvent passer des heures à l'affût pour tenter d'attraper un oiseau ou une chauve-souris. La deuxième équipe de l'expédition, composée de géologues, va explorer les étages supérieurs de ce dédale souterrain. Pour y parvenir, il faut quitter la sécurité des embarcations, s'équiper de combinaisons en néoprène et rejoindre un boyau ascendant. Chaque fois que nous revenons, nous découvrons de nouvelles galeries. C'est aussi le cas cette année. Nous avons déjà trouvé de nouvelles cavités, de nouvelles chambres. En termes d'exploration, il y a encore probablement des kilomètres, voire des dizaines de kilomètres à découvrir dans les parties supérieures de la montagne. S'enfoncer dans ces couloirs inondables est risqué. L'eau peut rapidement tout envahir. Mais en ce moment, la météo semble favorable. L'érosion et les forces tectoniques ont façonné un étendu des dalles de galeries et de grottes, aujourd'hui à sec.
Il se déploie sur plus de 27 km, juste au-dessus de la rivière souterraine. Situées à une centaine de mètres au-dessus de la rivière de Puerto Princesa, les cavités supérieures sont considérées comme des galeries fossiles. Cette ascension dans les couches géologiques de la Terre est un voyage dans le temps. Notre objectif est de découvrir de nouveaux accès dans les parties proches du sommet du mont Saint-Paul. Cela pourrait nous mener jusqu'à d'autres ramifications fossiles de la rivière, des lits inactifs et très anciens. Peut-être aussi découvrir de nouvelles espèces ou de nouveaux minéraux. D'un point de vue minéralogique, ces grottes sont considérées comme les plus intéressantes au monde. Une véritable féerie minérale conduit à une salle au trésor. Elle s'est formée au Pléistocène, il y a plus de 2 millions d'années. Cette chambre est entièrement recouverte de cristaux de calcite scintillants. Afin de préserver le site intact, les géologues avancent avec précaution et aucun prélèvement d'échantillons ne sera effectué. Ils devront se contenter de photographies. Les élictites semblent défier les lois de la gravité. Ces délicates formations cristallines serties dans les draperies de calcaire ont une croissance déviante. Entretenues par un goutte-à-goutte perpétuel, toutes ces sculptures finement ciselées ont plus d'1 million d'années. Dirigée par le géologue Tommaso Santagata, la troisième équipe atteint enfin la chambre du navigateur pour réaliser une cartographie en 3 dimensions. Le but est de calculer le volume de cette cavité, car nous sommes probablement dans l'une des plus vastes grottes du monde. Donc c'est important d'en avoir une mesure précise. De plus, on peut étudier les spéléothèmes, ainsi que les fractures de la voûte. Il y a pas mal de choses à apprendre ici, et plus précisément sur la géologie. Ce laser, d'une portée de 180 mètres, effectue un relevé tous les 6 mm. Cette technologie va permettre de mesurer avec précision l'ensemble de cette salle. Les images obtenues permettent de se déplacer virtuellement en saisissant les moindres détails. Elles aideront à comprendre la formation de cette cavité haute de 80 mètres pour 220 mètres de long. Ces images donnent une idée de la démesure de ce site, considéré comme l'une des plus belles merveilles de la nature. Pour l'instant, seule une infime partie des 35 km de galeries et tunnels qui filent sous le mont Saint-Paul a été scannée. « 70 000 chauves-souris ont attendu le crépuscule pour pouvoir sortir chasser.
Chaque individu va consommer jusqu'à 3000 petits insectes volants. Environ 200 millions de moustiques ou de papillons seront dévorés cette nuit. Les chauves-souris reviendront en ordre dispersé une fois rassasiés. Tous les soirs, les salanganes, ces petites hirondelles qui ont chassé des insectes volants durant la journée, regagnent leur nid. Dans l'obscurité la plus totale, ces oiseaux se dirigent en utilisant l'écho de leurs clics renvoyés par les parois. Cette technique d'écholocation est moins précise que celle des ultrasons des chauves-souris, mais elle porte plus loin. Certains oiseaux vont ainsi pouvoir remonter la rivière sur plusieurs kilomètres pour retrouver leur perchoir et dormir en sécurité. Pour prévenir les collisions en vol, les salanganes ont attendu le départ de leurs colocataires. Mais les chassés-croisés sont inévitables. Alors, les deux espèces se sont partagées l'espace aérien. Les salanganes volent au ras de l'eau et les chauves-souris bien au-dessus, près de la voûte. Sur cette île au climat tropical, les températures sont chaudes et le taux d'humidité de l'air peut atteindre 85%, même durant ce que l'on appelle ici la saison sèche. Au lever du jour, l'estuaire de la rivière souterraine accueille une foule de visiteurs. Le foisonnement de crabes et de bernard l'ermite attire des prédateurs inattendus, des varans de Palawan. Ces grands reptiles carnivores, pouvant mesurer 2 mètres, profitent de la marée basse pour débusquer des crustacés. Les varans ne sont pas les seuls à vadrouiller dans l'estuaire. Des gangs de macaques crabiers viennent aussi ramasser les crevettes et les crabes piégés entre les rochers. Ils doivent s'activer, car la mer va rapidement tout envahir. Peu de rivières souterraines débouchent directement sur la mer. Phénomène encore plus rare sur notre planète, Puerto Princesa est soumise à l'influence des marées. Une fois par jour, la mer s'invite dans sa portion inférieure. Durant les fortes marées, l'eau salée peut s'enfoncer profondément dans le cours de la rivière, jusqu'à 5 km. Ce n'est pas le cas durant la saison humide, quand son débit est plus important. L'eau douce, plus légère, a tendance à rester en surface.
Mais lors de puissantes marées, cet équilibre est bouleversé. L'eau devient plus saumâtre. Franco Cucci et Stefano Vanni mesurent la variation du taux de salinité de l'eau, car il a un réel impact sur l'écosystème des galeries. 0,40 ici, ça augmente, tu vois? Mais c'est toujours 31, toujours 31. Bien, donc tu les as toutes notées? Ces analyses permettent de comprendre le rapport entre l'eau douce de la pluie transportée par la rivière et l'eau de mer qui arrive de l'extérieur. On mesure le rôle de cette eau marine et salée, qui est essentielle dans le processus de karstification, puisque le mélange des eaux accélère la corrosion. La rencontre de ces eaux douces et salées et la force des courants ont sculpté ces parois. Ce réseau souterrain est un témoin essentiel pour comprendre l'histoire de l'évolution de la Terre et ses mécanismes. Cet obscur dédale karstique regorge de vestiges témoins du passé mouvementé de notre planète, comme cet improbable fossile de Sirénien piégé dans la roche. Sa découverte est d'une importance majeure pour comprendre l'origine géologique de la grotte. Ce sont les os de l'ancêtre du dugong et du lamentin. Il y a 20 millions d'années, ce mammifère marin vivait dans un lagon. Quand il est mort, son corps a été recouvert par le sable. Ce sable s'est ensuite transformé en calcaire. Ensuite, les couches calcaires se sont soulevées et ont formé cette montagne. Durant cette période, les mouvements tectoniques ont créé une grande faille qui a donné naissance à cette grotte. Par chance, cette fracture était proche de la carcasse de ce Sirénien et la karstification a révélé les ossements de cet animal. L'utilisation de méthodes non invasives comme le scanner est primordiale pour étudier les découvertes sans les détériorer. L'équipe de la Venta en a fait sa maxime. Emporte uniquement ce que tu peux prendre avec les yeux. Les descendants de ce Sirénien, qui pouvait mesurer 4 mètres et peser 1,5 tonnes, vivent encore dans la région. Mais les dugongs sont devenus extrêmement rares. Pour sauver ces mammifères marins, des zones protégées ont été établies le long des côtes du parc national de Puerto Princesa. Il est désormais interdit de pêcher autour de l'estuaire de la rivière. La faune marine et le corail ont peu à peu recolonisé l'estuaire et la baie de Saint-Paul. Soumise à un climat tropical, l'île de Palawan reçoit d'abondantes précipitations. Chaque année, plus de 1600 mm d'eau se déversent sur cette terre. « 1,60 m par mètre carré. C'est plus qu'il n'en faut pour irriguer ces 22 200 hectares de forêt. Si sur les pentes du mont Bloomfield, l'eau de pluie se contente de ruisseler pour alimenter la rivière de Puerto Princesa, sur le mont Saint-Paul, elle va rapidement s'infiltrer dans les blocs fracturés.
En traversant les couches karstiques, l'eau de pluie, chargée de gaz carbonique et d'éléments acides, dissout la roche et entraîne progressivement avec elle de nombreux minéraux. Quand elle atteint une cavité, l'eau de ruissellement s'évapore en partie. Le gaz carbonique s'en échappe. La calcite se dépose alors sur le sol et les parois souterraines. Ainsi sont nées ces draperies monumentales. Ce rideau de calcaire est absolument unique au monde. Comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas une simple draperie. Il possède des sortes de plis évasés qui avancent vers l'extérieur et qui l'agrandissent. C'est un phénomène vraiment particulier qui découle du climat spécifique que l'on a ici. Durant la saison sèche, l'eau coule seulement sur le bord, alors que pendant la période humide, caractérisée par de fortes pluies, elle coule le long des parois latérales. Donc la turbulence crée localement les conditions pour le développement de ces draperies. Il faut souligner que cette forme particulière n'a jamais été trouvée dans aucune autre grotte sur la planète. Dans ce monde fabuleux façonné par l'eau, le temps s'écoule au ralenti. Chaque goutte qui s'écrase sur le plancher de cette grotte dépose une infime quantité de calcite. Pour pousser d'1 centimètre, une stalagmite met en moyenne 20 ans. Celle-ci s'est formée il y a plusieurs milliers d'années. Cette stalagmite et cette stalactite finiront un jour par se rejoindre pour former l'un des piliers de cette forteresse. Parfois, l'eau se contente de créer des vasques aux eaux cristallines, où la vie va s'installer. Ces bassins hébergent de petits crabes, des poissons ou des crevettes. Les spéléologues ont terminé l'installation des sondes météo, mais ils n'ont toujours pas pu observer la formation de phénomènes climatiques singuliers. Aujourd'hui, les fortes pluies qui s'abattent à l'extérieur sont de bon augure. Si la température moyenne est élevée et constante, autour de 26 degrés, chaque chambre est une micro-niche climatique. Certaines sont balayées par de forts courants d'air, d'autres pas. Certaines encore reçoivent de plus grandes quantités d'eau. Enfin, au fond d'un long boyau, un léger voile de brume se forme. Des embruns envahissent la cavité. En rejoignant l'eau piégée sous terre, l'eau de ruissellement, plus chaude, modifie l'équilibre atmosphérique de certaines chambres. La densité de l'air change, l'atmosphère se charge d'humidité. Des nuages commencent à se former.
Depuis plus de 2 millions d'années, l'eau et la terre ont façonné ici des merveilles qui n'ont pas fini de livrer leurs secrets. De nouvelles grottes, de nouvelles espèces restent encore à découvrir dans les profondeurs du mont Saint-Paul, à Palawan.